Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien reçoit ce matin le professeur Rafiq Bouklia Hassan, professeur à l'Université d'Oran et chercheur au CREAD. Professeur, bonjour. Bonjour, Hassan. Merci d'être parmi nous aujourd'hui à Radio M. Nous avons décidé de vous inviter parce que vous avez une actualité. Vous publiez aujourd'hui même, une contribution que vous co-signez avec les professeurs Bouskin et le professeur Meddahi, qui traite du contre-choc pétrolier une année après. Alors, vous tirez la sonnette d'alarme sur les mesures qui ont été prises et qui doivent être encore prises, et vous faites un focus sur un élément de prix important, c'est le prix du dinar. Pourquoi vous avez choisi de traiter en priorité du dinar et de sa parité ? Merci Ihsan, et je remercie aussi Radio M pour cette très aimable invitation et qui nous donne donc l'occasion un peu de nous exprimer sur le papier. Donc comme vous le dites, qu'on a fait paraître avec mes collègues et amis Nour Meddahi de la Toulouse School of Economics et Raouf Bouskin de Aix-Marseille School of Economics, donc deux économistes de renommée avérée. En fait, le papier traite effectivement de la parité du dinar. Donc, c'est un thème, il nous semble que c'est un thème qui est important. Il est important aujourd'hui de poser carrément cette question de la parité du dinar parce que jusqu'à présent, il me semble que c'est un thème qui est un peu tabou. Donc, on n'ose pas parler explicitement. Quand on regarde un peu les contributions des différentes personnalités, des économistes ou bien des think tanks, la question de la parité du dinar est un peu mise en veilleuse. Donc, il nous a semblé utile de poser, de lancer le débat sur la parité du dinar parce que c'est une question qui est importante. Cela dit, il y a d'autres questions qui sont tout aussi importantes dans le papier. Peut-être qu'on aura l'occasion. Alors, le dinar, c'est important. Nous, notre génération se souvient bien du choc de 1994. M. Comte-Dessus, qui est le directeur général du FMI, qui est rentré dans nos foyers pour nous annoncer le plan d'ajustement. Et l'un des leviers de ce plan d'ajustement, c'était la dévaluation du dinar. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les think tanks sont prudents sur cet élément? Parce qu'on a un mauvais souvenir de la dévaluation de 1994. En fait, ce n'est pas une dévaluation. Le mot dévaluation est utilisé. 1994 en était une. Hein. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas une dévaluation. Le dinar est en flottement dirigé. En fait, c'est un ajustement de la parité du dinar sur les fondamentaux de l'économie. C'est ça la façon de poser correctement la question. Parce que quand on dit dévaluation, on fait fuir un peu les gens. Et en fait, c'est un vocabulaire qui est utilisé par certains importateurs, je dirais, sciemment. Mais nous sommes dans une situation économique précise, donc avec une baisse des recettes pétrolières. C'est une variable fondamentale dans le fonctionnement de l'économie et c'est l'une des variables d'ailleurs les plus importantes dans le modèle de détermination de la parité du dinar. La Banque d'Algérie reconnaît elle-même dans ses différentes notes de conjoncture trimestrielles que le dinar est surévalué. Dans la note de conjoncture de septembre 2014, donc c'est tout récent, elle estime que la surévaluation du dinar est de l'ordre de 5%. Oui, mais depuis, on sait que le dinar a glissé au moins dans la parité vis-à-vis du dollar de 14%, je crois. De plus. Sur une année, c'est de l'ordre de 20%. Mais dans la dernière note de conjoncture qui est parue hier de la Banque d'Algérie, elle maintient donc que le dinar reste surévalué. De 5%. Oui, de 5%. Donc, en fait, il y a deux dimensions dans la question de la parité du dinar. D'abord, si la Banque d'Algérie reconnaît que le dinar est surévalué, il faudrait que ce dinar soit ajusté sur les fondamentaux de l'économie. Donc, on retrouve une parité de dinar d'équilibre. Parce que si le dinar est surévalué, ça a des conséquences économiques qui sont le plus souvent négatives. Ceci d'une part. Et puis d'autre part, quand on fait une comparaison... On peut dire un mot sur ces conséquences. Hein. On a une capacité d'achat à l'international qui est dopée. Oui, c'est-à-dire que si le dinar reste dans une parité surévaluée, ça veut dire simplement que c'est une prime pour les importations. Donc il y a une incohérence entre la politique de change et puis la politique commerciale qui se veut justement une politique qui réduise les importations. Donc voilà un exemple d'incohérence des politiques économiques qui sont menées. Alors vous dites, si les revenus pétroliers de l'Algérie, les revenus énergétiques baissent d'autant, 50% sur le premier trimestre de l'année, on devrait avoir
une baisse supérieure à ce qu'elle a été pour la parité du dinar. Ça, c'est la deuxième dimension de la question. Mais là, il faudrait faire des études plus précises. Donc, il faudrait aller vers le modèle de détermination du taux de change de la Banque d'Algérie. Il faudrait le discuter. Je pense que les responsables de la Banque d'Algérie sont totalement disposés à en discuter. Donc, avec des économistes et des économètres éminents. Donc, ils peuvent contribuer justement à un enrichissement de cette modélisation. Professeur, vous dites autre chose dans ce papier. Vous dites qu'il y a eu une baisse des importations en premier trimestre, mais ce n'est pas le fait de la dépréciation du dinar. C'est parce que le dinar est resté stable vis-à-vis de l'euro. Il s'est même réajusté vis-à-vis de l'euro, légèrement. Il a baissé face au dollar. Et comme le commerce extérieur est partagé à 50-50 entre ces deux monnaies, en fait, en volume, il n'y a pas eu de baisse. Voilà, en disant qu'en volume, il n'y a pas eu de baisse, en toutes choses égales par ailleurs, notamment sur le prix des importations. Mais le prix des importations n'a pas beaucoup évolué parce que l'inflation mondiale est restée très très faible, de l'ordre de 0% aux États-Unis, 0,3% en Europe et puis 1% en Chine. Donc on peut estimer qu'en fait le volume des importations est resté à peu près constant. Mais je voudrais te dire juste un mot. Ça, c'est ce qui se passe durant les 5 derniers mois. Mais si on se place dans une perspective plus longue, donc une perspective décennale, en fait, les importations sur la dernière décennie ou sur les 15 dernières années ont explosé. Le taux de croissance des importations sur les 15 dernières années, donc depuis 95-2000 jusqu'à aujourd'hui, a augmenté de 15%, alors que parallèlement, la croissance, la production a augmenté de 5%. Donc vous voyez un peu le décalage entre une évolution effrénée des importations d'une part et qui ne se répercute pas sur la croissance. Ça, c'est un problème qui est extrêmement important et qui est extrêmement sérieux pour l'économie algérienne. Professeur, pourquoi, selon vous, la gouvernance de la Banque d'Algérie continue de se plaindre que le taux d'équilibre n'est pas atteint alors que c'est elle qui pilote Ça, il faut poser la question au gouverneur. Ça, je ne sais pas, parce que, bon, effectivement, quand il y a un ajustement à la baisse, il y a des effets négatifs. Est-ce que vous diriez que le lobby des importateurs est puissant dans l'appareil de l'État? Parce que vous faites allusion à un lobby, enfin, vous en parlez explicitement dans ce papier. Oui. La preuve, c'est que ce que je disais au début de cette émission, la question du dinar n'est pas posée sur la table, alors que c'est une question qui est extrêmement importante. Maintenant, pourquoi il y a une faible réactivité de la Banque d'Algérie? Parce que certainement, il y a des effets négatifs, notamment des effets sur l'inflation, puisque avec une baisse du dinar, donc les importations vont augmenter, donc dans le panier de la ménagère, les produits importés vont aussi augmenter. Donc il y a effectivement un effet sur le pouvoir d'achat des ménages et un effet sur le coût de production des entreprises, notamment des intrants importés. Mais ce qu'on dit, c'est que du point de vue de l'impact sur le pouvoir d'achat, il y a une désinflation au niveau mondial. Donc les prix au niveau mondial, notamment pour les biens de consommation qui sont importés, en général subissent une désinflation très importante, de l'ordre de 20%, moins 20%. Donc on estime que cette désinflation compense un peu la baisse du dinar et normalement, l'un dans l'autre, ça devrait ne pas avoir un effet très significatif sur le pouvoir d'achat. Alors si la question du dinar, comme vous dites, professeur Bouklier Hassan, n'est pas posée, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on n'a pas encore pris la pleine mesure de la gravité de la situation? Probablement. Ça aussi, ça me semble être un facteur explicatif parce que... Vous avez commencé votre papier par rappeler la situation. Oui, tout à fait, parce que la situation maintenant exige que l'on essaie d'utiliser tous les instruments de politique économique pour redresser un peu la situation. Donc, il est temps, à mon avis, de poser toutes les questions, donc sans tabou, et notamment la parité du dinar. Alors, j'ai reçu M. Ahmed Ben Mitour dans l'invité du direct il y a 15 jours, qui nous a dit qu'il y avait quand même une action. C'était le fait d'avoir dévalué autant le dinar, enfin, qui accompagnait l'appréciation du dollar. Ouais. Donc, ça permet de récupérer des recettes budgétaires. Donc, on a utilisé finalement la politique de change pour soutenir les recettes budgétaires. Tout à fait. C'est l'un des buts justement de l'alignement du dinar à sa valeur d'équilibre. Mais vous dites que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant du point de vue parce qu'en termes de balance de paiement, voilà, parce que là effectivement il y a une baisse du dinar, donc, mais le dinar n'est pas encore à son niveau d'équilibre. Et là, je cite la Banque d'Algérie. Donc, et là effectivement, la baisse du dinar va permettre de booster un peu les recettes fiscales et donc de redresser un peu l'équilibre budgétaire de l'État.
Parce que la baisse du dinar par rapport au dollar, elle est engagée. Mais par rapport à l'euro, finalement, il y a une prime pour la zone euro, parce qu'on continue à avoir une parité qui renchérit pas les importations en euros. Oui, mais là, je parle des exportations d'hydrocarbures, parce que les recettes fiscales de l'État sont principalement les recettes d'hydrocarbures en dollars qui sont convertis en dinars. Donc, s'il y a une baisse du dinar par rapport au dollar, donc il va y avoir là un déficit budgétaire qui sera plus réduit, et donc ça peut constituer un espace budgétaire assez conséquent pour les pouvoirs publics. Alors, vous dites avec vos amis, professeur Bouskine et professeur Mdahi, que au trend, si on appliquait le trend de la décote actuelle des revenus pétroliers algériens, de la baisse plutôt, le fonds de régulation des recettes budgétaires disparaîtrait en mai 2017. Ouais. C'est encore plus pessimiste que ce qu'écrivent les think tanks qui nous ont alertés il y a quelques temps, comme Nebni par exemple. Oui, écoutez, on retrouve la même conclusion si vous faites les hypothèses suivantes, c'est-à-dire si le pétrole se maintient à entre 60 et 70 $, donc qui est une hypothèse maintenant optimiste, et si le train de la tendance des importations garde son évolution décennale, eh bien effectivement, le fonds de régulation s'éteindrait dans 2 ans. Oui. Et en ce moment-là, on passerait à un mode de financement du déficit budgétaire classique. Oui, de toutes les façons, il est classique, même jusqu'à présent, parce que le fonds de régulation des recettes a perdu sa raison d'être dès le moment où on peut financer les déficits publics par le fonds de régulation. Donc, en ce qui me concerne, je considère que ce fonds n'a plus de raison d'être. Je veux dire, il l'a été au moment où il était utilisé uniquement pour rembourser la dette extérieure sans qu'il y ait de ponction pour financer les déficits. Mais si vous financez le déficit avec une épargne que vous constituez, eh bien, vous n'avez plus besoin de l'intermédiaire fonds de régulation. Il n'a plus de sens. Très bien. Alors, là, donc, vous mettez les pieds dans le plat avec cette problématique du dinar. Je pense qu'il va y avoir des réactions, c'est important, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est à peine effleuré ces derniers temps. Alors, l'autre sujet sur lequel vous vous engagez dans votre papier, c'est celui des subventions. Oui. C'est un sujet qui est posé là, qui est d'actualité. Donc, on l'a déjà fait dans un papier précédent de Meddahi et de Bouskine. J'avais participé, mais bon, je n'ai pas co-signé. Où on a été parmi les premiers à poser la question de la subvention et de l'importance de ces subventions. Mais c'est reconnu par les pouvoirs publics. Le ministère des Finances a donné les chiffres sur le montant des subventions. Mais en fait, la question des subventions, on a c'est-à-dire, c'est l'enfer qui est pavé, les bonnes intentions qui sont pavées d'enfer. Le chemin d'enfer qui est pavé de bonnes intentions. En fait, les subventions sont fondamentalement inéquitables. Parce que si vous regardez, il y a eu une enquête qui a été reproduite, dont le résultat sont apparus sur le temps. Vous avez la moitié de la population, la moitié les plus démunis de la population, qui ne bénéficie que de 28% des subventions. Et la moitié de la population plus riche qui bénéficie de 78%. C'est-à-dire que les riches bénéficient de subventions plus que les pauvres. Donc c'est un système qui est foncièrement inéquitable. C'est un système qui est inefficace. Parce que la subvention entraîne le gaspillage, puisqu'on ne paye pas le produit à son prix réel. Si vous regardez la consommation, ça on ne le dit pas suffisamment, mais la consommation de blé et la consommation de lait en poudre. On est parmi les pays par habitant qui consomment le plus au monde de blé et de lait en poudre. Sur le premier, on consomme 2 fois plus que la moyenne mondiale, et sur le second, on consomme 6 fois plus que la moyenne mondiale. Sur le lait en poudre ? Sur le lait en poudre et sur le blé. Et comme par hasard, ce sont 2 produits qui sont subventionnés. Donc, vous avez un gaspillage des ressources. Alors là, vous êtes quand même le premier de nos invités à Radio M qui pointe d'abord des subventions alimentaires avant les subventions ou le mécanisme des prix de l'énergie. Et là c'est quand même une différence notable. Oui, il faut les prendre dans leur globalité. Il faut les prendre dans leur globalité, les subventions. Et justement, si vous regardez la facture des subventions, 40 milliards de dollars pour les subventions implicites, donc qui n'apparaissent pas dans le budget de l'État, et à peu près 20 milliards pour les subventions directes. Ça, c'est les chiffres du ministère des Finances. Donc 60 milliards de subventions qui représentent à peu près 30% du PIB, 30% du PIB qui va vers les subventions. Donc là, il y a vraiment un problème. Et comment vous opériez, professeur Bouskine ? Vous pensez qu'il faut d'abord les identifier, les rendre visibles, ces subventions, comme c'est en train de se faire un peu sur le secteur de l'énergie ? Voilà ce que
ce qu'on pourrait suggérer sur la question de subvention. À mon avis, il faut aller en 2 étapes. La première étape, la question des subventions, c'est de prioriser. Et il n'est pas question de supprimer. En fait, ce n'est pas supprimer les subventions, réallouer les subventions. Donc il va falloir, je vais expliquer rapidement ça, il va falloir au départ prioriser. Bien sûr, on ne va pas commencer par supprimer les subventions sur les céréales, parce que les céréales constituent une consommation extrêmement importante pour les populations les plus démunies. Donc l'idée, c'est que les produits qui sont le plus consommés par les populations les plus démunies soient ceux pour lesquels les subventions arrivent le plus tard possible. Mais par contre, on peut commencer par les produits qui ne sont pas consommés en conséquence par les populations les plus démunies. Par exemple, s'il fallait prioriser entre l'huile, le sucre et les céréales, moi je dirais qu'on peut commencer par supprimer les subventions sur l'huile et le sucre parce qu'ils ne constituent pas une dépense importante comparativement aux céréales. Et là, on peut s'inspirer des résultats de l'enquête consommation des ménages de l'ONS pour voir effectivement quels sont les produits qui sont les plus consommés. Donc, prioriser, donc avoir une démarche progressive, pas une démarche... Dans le cadre de l'huile et du sucre, vous suggérez de... L'huile et le sucre, mais à confirmer... Vous faites un contre-printemps 2011, parce qu'on a renforcé les subventions. Voilà. Vous effacez les subventions Ahmed Ouihia de 2011. Oui, tout à fait. Voilà, je tiens à préciser Ahmed Ouihia, parce qu'il nous fait la leçon sur le populisme aujourd'hui. Okay. Et la deuxième étape, le deuxième principe, c'est qu'il faut cibler ces populations démunies. Et là, je pense qu'on dit que c'est difficile de cibler, mais en fait... On peut le faire à partir des bases de données de la sécurité sociale, donc on peut le faire aussi à partir des bases de données de la solidarité nationale. Donc cibler cette population les plus démunies pour pouvoir... Céréales, huile, sucre, lait en poudre, c'est combien? Vous qui êtes mathématicien et qui calculez tout. J'ai pas les chiffres, je veux pas dire des bêtises, donc j'ai pas les chiffres. Si quelqu'un vient vous dire c'est marginal, qu'est-ce que vous Non, dites? ce n'est pas marginal. Ce n'est pas marginal, simplement je n'ai pas les chiffres exacts en tête, j'ai les chiffres globaux, je n'ai pas les chiffres. Mais je ne parle pas de ces produits-là particulièrement, c'est des exemples. Oui, non, mais c'est important. Mais dans les priorités, le carburant, vous le mettez où? Le prix de l'énergie? Le prix de l'énergie est très important. Parce que dans les subventions indirectes, le poste le plus important, c'est justement les subventions énergétiques, et le poste qui vient juste après, c'est les subventions fiscales. Donc, qui dans la grande partie, va vers les entreprises. Ça aussi, c'est un autre problème que de savoir, que d'évaluer justement ce que sont devenues ces subventions qui vont vers l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a comme effet retour? D'autant plus qu'un ancien ministre des Finances a dit que maintenant, il est temps que les entreprises retournent, qu'on voit un peu quel est l'impact de ces subventions sur les entreprises, le développement des entreprises et leur contribution à l'économie nationale. Le soutien à la première embauche, à quel emploi? Non, il faut faire, et là on peut revenir... Le prix des fournitures, c'est ça? Il faut faire de l'évaluation des politiques publiques. Donc on ne peut pas s'avancer comme ça sur cette question. Il faut le faire sérieusement. Donc en principe, dès qu'il y a une politique publique... Alors, professeur, je vous arrête une seconde. Évidemment, il faut évaluer. C'est une revendication constante que vous avez portée à différentes entreprises et d'autres portes, évaluer les politiques publiques. 30% du PIB en soutien divers. L'objectif, c'est de les réallouer à l'intérieur des 30% ou quand même de descendre de ce ratio parce qu'il est insoutenable. Tout à fait. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aider les populations les plus démunies, c'est-à-dire passer d'une subvention des produits à une subvention des personnes. Donc des ménages les plus démunis qui ont besoin de cette subvention. Maintenant, si vous prenez les déciles supérieurs dans la hiérarchie des revenus, ils bénéficient exactement de la même façon de ces subventions que le premier décile, c'est-à-dire de la tranche de revenus la plus basse. Ça, c'est quand même une situation socialement inacceptable. Professeur, vous êtes quand même un spécialiste en particulier du secteur de l'industrie. Vous avez été à différents moments un conseiller, un consultant au ministère de l'Industrie. Là, vous avez agi sur 2 leviers importants qui touchent les prix, le prix du dinar et le prix des produits subventionnés. Et vous réfléchissez aussi à la relance de l'offre en Algérie, en particulier l'offre industrielle. Ouais. Alors aujourd'hui, pour faire une transition quand même avec cette problématique des prix, est-ce qu'on ne va pas abandonner un modèle low cost, notamment avec les fournitures énergétiques,
qu'on a pendant longtemps présenté comme étant un avantage comparatif qui permet à la fois de soutenir l'activité industrielle algérienne et puis éventuellement aussi d'attirer des investisseurs étrangers. Est-ce que de commencer à s'aligner sur les prix réels, c'est pas renoncer à un modèle qui voulait être attractif sur la base de ce que nous avons de particulièrement bon marché, l'énergie? Oui, écoutez, il y a deux avantages comparatifs dont on dispose à mon avis. C'est la dotation en ressources naturelles et pas uniquement en hydrocarbures. Ce qu'on oublie, c'est que l'Algérie possède des ressources en phosphate qui sont extrêmement importantes. Et on peut réussir dans le secteur des phosphates, comme le Maroc, et engranger 3 milliards de dollars d'exportation, ce qui est très faisable dans la mesure où on dispose de gisements gigantesques de phosphate et on dispose de gaz naturel. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour dire qu'on peut se diversifier, effectivement, si on cible les filières porteuses de diversification des hydrocarbures. Mais si vous permettez, je voudrais juste dire une chose sur l'industrie, justement, c'est que on ne le dit pas suffisamment, mais actuellement, l'industrie est en train de stagner, pour ne pas dire de subir une évolution à la baisse. En un mot, on peut dire qu'on n'est pas sorti du 5% du PIB que vous avez identifié il y a quelques années. Pas sorti. Et en plus, nous avons un effondrement de plusieurs filières industrielles. En l'espace de 10 à 15 ans, vous avez des filières industrielles qui couvrent la moitié qui couvre le marché national à un taux de moitié que ce que c'était, ça fait 10 ou 15 ans. Si vous prenez la filière des ISM, donc les industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, électriques, en 2000, ils couvraient à peu près 25% du marché national, maintenant ils sont à 13%. Si vous prenez les textiles, c'était 75%, maintenant ils ne couvrent plus que 30%. Donc nous avons un certain nombre de filières industrielles qui ont périclité, qui se sont pratiquement effondrées. Et oui, malheureusement, nous n'avons pas actionné les clauses de sauvegarde, alors que même nos engagements internationaux nous autorisaient à enclencher les clauses de sauvegarde lorsque ces filières sont menacées. Donc il y a un enjeu industriel qui est extrêmement important. Mais je voudrais dire que c'est un enjeu qui est difficile, parce que actuellement, nous sommes à 4-5% du PIB dans l'industrie, et si on veut passer à 7-8%, ce qui n'est pas un miracle industriel, hein, les autres pays, Maroc, c'est 17-18%, il faudrait que le secteur industriel croît à 12-13%, au moins à deux chiffres. Par année, alors qu'actuellement, son taux de croissance est de 3-4%. C'est pour vous dire l'effort extrêmement ardu qu'il faut réaliser dans le cadre donc, de cette diversité. Par ailleurs, si vous regardez les exportations hors hydrocarbures, là aussi, il faudrait passer à des exportations, à un rythme de croissance des exportations hors hydrocarbures de l'ordre de 20% sur plusieurs décennies pour pouvoir effectivement arriver à cette économie hors hydrocarbures. Donc le challenge est extrêmement important. Vous avez également calculé ce qu'il faut comme importation pour justement multiplier par deux le taux de croissance du secteur industriel. Le secteur industriel a toujours cette problématique de consommer beaucoup d'intrants et d'être beaucoup exposé aux importations pour améliorer sa croissance. Vous savez, 85 à 90% des importations sont des importations d'origine industrielle. Donc le secteur industriel est en plein dans cette problématique de réduction des importations. Alors cette situation où nous avons des importations un peu qui explosent et puis de l'autre côté des recettes pour financer la croissance économique qui sont en déclin. Donc elle appelle des politiques industrielles. Et là, jusqu'à présent, il y a eu des stratégies industrielles, stratégie de 2008, là, une politique industrielle plus récente de M. Rahmani. Bon, ce sont les deux tentatives de formaliser la politique industrielle. Mais à mon avis, il y a quand même un chaînon manquant dans ces tentatives. Ni l'une ni l'autre n'aborde la question de la gouvernance de la politique industrielle. Qu'est-ce que c'est la gouvernance de la politique industrielle? C'est la question simple, qui va mettre en œuvre les recommandations que vous préconisez? Donc dans l'un et l'autre cas, nous avons donc un certain nombre de mesures qui sont peut-être très intelligentes, ces mesures, mais qui va appliquer ces mesures, ça on ne le sait pas. Bon, on dit c'est le ministère de l'Industrie, mais en fait, paradoxalement, ce n'est pas le ministère de l'Industrie qui applique la politique industrielle. En fait, c'est l'ensemble des partenaires, l'ensemble des parties prenantes de l'industrie qui doivent
élaborer, suivre, évaluer, mettre en œuvre les politiques industrielles. Aujourd'hui, professeur, que l'ensemble de ces acteurs-là n'ont pas un cadre où se trouver? Exactement. Je pense qu'il y a un problème de gouvernance des politiques économiques et là, il va falloir réfléchir, il faut faire des propositions, il faut suggérer, par exemple, un conseil national de l'industrie à composition paritaire où nous avons en même temps les pouvoirs publics, nous avons les entreprises, nous avons le ministère de l'enseignement supérieur parce qu'il faut de l'innovation, nous avons le ministère de la formation parce qu'il faut cibler le besoin des entreprises en formation. Et donc, dans ce Conseil national de l'industrie qui serait en quelque sorte le Parlement de l'industrie, c'est là où les politiques économiques se mettent en œuvre.